salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Je rebondirai ensuite avec le héros décalé. Donc ça, c'est un héros ordinaire, sans qualité, sans aucune qualité très quelconque, mais qui fait des choses extraordinaires à cause de la narration, dans laquelle il est plongé, le personnage. Il est obligé de réagir, il n'a pas le choix. Comme exemple que j'ai trouvé, c'est The Big Lebowski en 1998 des frères Coen, qui pour moi est un des plus grands classiques, peut-être même un des plus grands films des frères Coen, clairement un classique, avec Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi, Julianne Moore, Tara Reid, Philip Seymour Hoffman notamment. 8.6 sur 10 sur IMDb, c'est quand même bien. Le budget 15 millions et le revenu 46 millions, ça a quand même bien marché. Donc là, on est en plein. Donc évidemment, dans ce film-là, tu as Jeff Bridges qui joue le rôle de The Dude. On est en plein dans la thématique que je viens d'annoncer juste à l'instant, du héros ordinaire qui, à un moment donné, des gars viennent chez lui, lui pètent la gueule, lui volent son tapis. Parce qu'il y a un autre gars qui s'appelle Lebowski et se retrouve après dans des aventures incroyables. Et le gars, The Dude, si tu regardes le film, c'est pas le genre de gars à vouloir se lancer comme ça à corps perdu dans une aventure, ne sachant pas où est-ce qu'il s'en va d'ailleurs. Non, c'est vraiment pas ça. Donc là, c'est la narration qui le tire, le héros, et qui l'embarque dans cette aventure dans laquelle, malgré lui, il est obligé d'être, et il essaye de s'en sortir dans cette aventure de plus en plus rocambolesque. À ça, les frères Coen lui ont ajouté évidemment Steve Buscemi et Steve Buscemi, pas Buscemi, Buscemi et John Goodman qui sont ses amis. Mais sont-ils réellement des amis? Parce qu'en fait, ils font juste multiplier les obstacles dans cette espèce de quête que le héros a été, j'allais dire, s'est donné, mais il ne s'est pas donné. C'est la narration qui lui a donné cette quête-là. Et il a déjà du mal à évoluer dans cette quête-là. Et en plus, ses amis multiplient les obstacles au travers desquels il doit passer. Donc là, on est réellement dans ce que je viens de dire, anti-héros, héros décalé, héros sans aucune motivation, héros ordinaire, qui fait des choses extraordinaires par la force des choses. Au niveau des anecdotes, alors au niveau des films des frères Coen, peut-être j'ai pas aimé tous les films des frères Coen, un des derniers, Haïl César, j'ai vraiment pas apprécié ce film-là. Le remake True Grit, j'ai pas aimé ça non plus. Il y a des films par contre qui pour moi sont des classiques, mais c'est mon avis personnel, des frères Coen. Burn After Reading, c'est le premier dans ma liste. En 2008, pour moi, ce film-là est parfait au niveau des dialogues, au niveau de tout ce que tu veux. C'est parfait, c'est drôle, c'est bien joué, c'est bien interprété, la multitude de personnages qui se confrontent et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, le niveau d'idiotie des personnages latents qui est excessif et qui met en scène énormément de situations rocambolesques et drôles. Non, pour moi, c'est vraiment un classique. Évidemment, Big Lebowski dont je viens de parler, O Brother en 2000, j'ai beaucoup aimé, Fargo en 96 ou encore No Country for Old Men en 2007. J'ai beaucoup aimé ces films-là. Après, les autres, je les ai peut-être un petit peu moins aimés. Mais Burn After Reading, puis Big Lebowski, je te dirais pas mal mes classiques des frères Coen. Au niveau des anecdotes de ce film-là, il faut que tu saches que tous les vêtements que Dude a dans le film sont les vêtements de Jeff Bridges. Ce sont réellement ses vêtements, il n'y a pas de costume. C'est comme ça qu'il s'habille. C'est le film préféré de John Goodman. Donc ça, c'est bien aussi. Il a fait beaucoup de films quand même, John Goodman, dans sa filmographie. Il a commencé avec Roseanne et tout ça. Il a fait plein de films après. Mais c'est ce film-là qu'il a réellement apprécié. Une religion a été créée à la suite de ce film-là. Alors elle s'appelle, je l'ai noté, The Church of the Latter-day Jude. C'est une religion tirée directement du film. Incroyable, hein? Je savais qu'il existait la religion des Jedi, hein, la suite de Star Wars, mais celle-là, je ne la connaissais pas. Bref, le mot Dude est utilisé dans le film 160 fois, mais le F-word a multiples déclinaisons. Hein. Je ne te citerai pas ce que F, tu comprends en anglais ce que ça veut dire. Lui, c'est 292 fois, beaucoup plus. Dernier élément sur ce film-là, que je dirais qui est quand même très intéressant, il y a un spin-off qui a été réalisé par John Turturro, qui s'appelle The Jesus Walls, sorti en 2019. Donc John Turturro reprend son rôle de Jesus, qui lèche, si tu vois pas, là, il lèche la boule de bowling. Dans le film, il est habillé avec une combinaison hallucinante, unicolore, il me semble mauve ou violette, je ne sais plus exactement. Et bref, il y a un spin-off qui a été fait avec Jesus en personnage principal. Tu retrouveras dans ce film-là John Turturro naturellement, mais aussi Audrey Tautou, John Hamm, Christopher Walken ou bien encore Suzanne Sarandon.
Donc, The Big Lebowski, encore un autre anti-héros, un héros décalé avec son milieu, avec la narration dans laquelle il est, malgré lui, entraîné. Alors je terminerai peut-être avec la quintessence même de l'anti-héros, celui qui rassemblerait à peu près toutes les caractéristiques dont j'ai parlé, à part une ou deux. On va oublier le côté ordinaire, parce que clairement pas un anti-héros ordinaire, qui n'est autre que Mad Max de George Miller. Donc Mad Max, pour moi, ce que je pense, j'adore Snake Plissken, je le laisse pas de côté, je l'adore, mais Mad Max, pour moi, c'est réellement l'incarnation même de l'anti-héros. C'est le héros que tu suis, qui a un seul objectif en tête et qui est capable de faire à peu près n'importe quoi ou presque pour atteindre son objectif, la violence n'étant pas quelque chose qui va trop le perturber. Mad Max, c'est un film, le premier Mad Max, il y a eu 4 Mad Max au total. Le premier Mad Max, c'est un film qui date de 1979 de George Miller avec Mel Gibson, 6,9 sur 10 sur IMDb. C'est un film à très petit budget. 350 000 $, des revenus de 8 millions de dollars. Pour parler de ce film-là, peut-être plus particulièrement, il faut savoir que George Miller, à l'époque, était un médecin qui travaillait à l'hôpital en Australie, ce film est australien, urgentiste en fait exactement, et il a mis de l'argent de côté pour financer ce film-là qu'il a payé de lui-même avec son propre argent. Le film a été tourné en 12 semaines, le film a été tourné pour 90% du temps de manière illégale sur les routes, en se disant ok, la police n'est pas là, donc il n'y a pas de problème, on peut faire nos cascades. Cascades qui étaient effectuées sans aucune protection par des gens qui n'étaient pas nécessairement des super professionnels. Ça a dû être quand même très dangereux. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de personnes blessées, pas sur le 1, il y a eu une personne blessée sur le 2, mais pas sur le 1. Donc ça aurait pu être grave. Finalement, la police s'en est rendu compte et ils ont aidé à tourner les 10% restants. George Miller pensait qu'il allait avoir une mauvaise réaction des autorités et ça n'a pas été le cas. Ils ont trouvé ça cool comme tournage et ils ont finalement décidé d'aider. Premier film aussi où évidemment on voit Mel Gibson. Mel Gibson qui avait une micro-carrière, je te dirais, micro-carrière avant Mad Max. Il avait tourné dans 2-3 courts-métrages, fait des apparitions dans une série télévisée en Australie, mais il faut te dire que Mel Gibson, à l'époque, c'était sa sœur qui était actrice, et pas lui. Et quand est arrivé Mad Max, au niveau du casting, c'est sa sœur qui est allée au casting en se disant « Je vais essayer de tourner dans un petit film indépendant, essayer de débuter une carrière comme ça, un petit peu plus mainstream. » Et Mel Gibson l'a accompagné, parce qu'elle n'a pas de permis de conduire. Il l'a accompagné, il est arrivé là-bas, et George Miller l'a vu, et il a vu Mel Gibson avec le visage complètement tuméfié, parce que la veille, Mel Gibson avait été dans un bar dans lequel, il était tout le temps dans les bars, je pense que ça n'a pas trop changé dans sa carrière par après, mais déjà jeune, il était dans les bars, et il s'était battu avec plein de gens. Donc il avait plein de gens, ou en tout cas plusieurs personnes, je ne sais pas avec qui il s'était battu, mais il s'était battu, peu importe. C'est ça qui est important. Donc il y avait le visage tuméfié, il était méconnaissable. Et quand il l'a vu, il a dit « Oh ouais, c'est des gueules cassées qu'on a besoin comme ça pour nos figurants en arrière dans Mad Max, on veut quelque chose de post-apocalyptique, ton visage va être parfait. Reviens dans 3 semaines. » Donc il a demandé à Mel Gibson de revenir dans 3 semaines. Mel Gibson s'est pointé 3 semaines après, mais là, tout avait guéri. Je veux dire, il avait un œil au beurre noir, tout ça s'était passé. Et George Miller l'a vu, puis il a dit non, mais c'est toi que je vais prendre pour mon premier rôle, quoi. T'as trop la gueule de l'emploi. Donc finalement, Mel Gibson a eu son début de carrière phénoménal et son premier rôle, début de carrière phénoménal uniquement en Australie, avec Mad Max, grâce au premier Mad Max. Mad Max est devenu, quand il est sorti en Australie, il y a eu une fanbase instantanée à ce film-là. Ce qui n'a pas été le cas aux États-Unis, car le film a été très peu distribué aux États-Unis et était uniquement vu en underground par des gens qui étaient vraiment, comment dire, des fans de cinéma et qui allaient voir comme ça les films un peu underground qui étaient plus ou moins distribués. Ce qui est moins le cas à l'heure actuelle parce qu'on a la magie d'internet, mais à l'époque c'était pas comme ça. Et même quelqu'un comme d'ailleurs Quentin Tarantino connaissait pas le film à l'époque, il connaissait uniquement le 2. Donc quand même à noter. Donc Mad Max, je vais continuer là-dessus, je vais parler des 3 autres. A suivi Mad Max 2 en 1981, encore avec Mel Gibson, 7.6 sur IMDb. Budget 2 millions, revenu 23 millions parce que ce film-là, contrairement au premier, est sorti à l'international devant quand même le gros succès du premier en Australie. Un film qui est sorti, qui s'appelait Mad Max 2 en Australie, mais qui est sorti, aux États-Unis sous le nom de Road Warrior. À tel point d'ailleurs que ne serait-ce que Quentin Tarantino, lui, pensait que le film c'était Road Warrior. On ne savait même pas, quand le film est sorti aux États-Unis, qu'il y avait eu un Mad Max avant le 2. Donc on pense que ce film-là est unique et que c'est un seul film et non la suite d'un autre opus. Ce qu'ils ont pu par la suite réaliser
de toute façon les gens qui étaient fans de Mad Max. À ce moment-là, Mel Gibson avait une carrière quand même assez bonne en Australie, pardon, mais aucune carrière aux États-Unis, puisque les gens ne savaient pas que Mad Max a existé. Quand le 2 est sorti, ça a été évidemment une révélation et une fanbase encore plus grande que celle d'Australie, a tout de suite été acquise avec l'émergence de ce film-là. Et Mel Gibson a commencé une grosse carrière aux États-Unis à partir de Mad Max 2 en 1981. Mel Gibson, dans ce film-là, a 16 lignes de dialogue, ce qui est quand même très peu. C'est vraiment, vraiment pas beaucoup. C'est le film le plus cher qui a jamais été tourné à l'époque en Australie. C'est aussi le film préféré de George Miller. C'est un film que George Miller a monté également sans le son, pour pouvoir se concentrer uniquement sur l'image. Ça, c'est un exercice qui est quand même assez impressionnant, je te dirais. Pas mal cool. Donc Mad Max, on continue là-dessus. Toujours, hein, je cite les autres Mad Max, mais finalement, Mad Max est fidèle à lui-même au travers de ses différentes aventures par rapport aux différents films. Comme il disait, George Miller, d'ailleurs, on ne retrouve pas nécessairement les mêmes personnages. Des fois, il y a des acteurs qui jouent des personnages plus ou moins différents selon les films, parce que c'est comme un comic book. Mad Max se rend à un endroit, finit son aventure et arrive à un autre endroit. Je reprends ce que dit George Miller. On a eu ensuite le Mad Max 3 qui, lui, a été une production américaine et non australienne. Mad Max Beyond Thunderdome en 1985, avec encore Mel Gibson, Tina Turner, notamment, et plein d'autres acteurs. 6.3 sur 10 sur IMDb, le budget 10 millions et les revenus 36 millions. Un très grand film. Moi, j'aime beaucoup tous les Mad Max, il n'y en a aucun que je déteste, je te dirais, je les aime tous de manière égale, quelque part. Peut-être le 3, je l'aime un petit peu plus à cause de l'ambiance qui réellement est là. Il y a une ambiance qui est donnée, qui est particulière, plus encore désertique que tu peux l'avoir dans les deux premiers, même si le désert est très présent hein, dans les films. Bon, à noter aussi, George Miller avait dit, la plupart des gens avaient dit, ah, c'est post-apocalyptique après la guerre mondiale numéro 3, la troisième guerre mondiale qui aurait lieu de manière hypothétique. George Miller a toujours démenti ça en disant non, il n'y a pas eu de troisième guerre mondiale, c'est post-apocalyptique, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu comme apocalypse, on va dire, avant que ça devienne post-apocalyptique. Des choses à noter sur ce film-là quand même intéressantes. La tempête de sable que tu vois au début du film est une vraie tempête de sable. La robe en maille de Tina Turner qu'elle porte sur les épaules pèse 55 kg. Ça n'a pas dû être facile vraiment à tourner avec une 55 kg. C'est lourd quand même. À noter aussi que le deuxième film se passe 5 ans après le premier et que le troisième se passe 15 ans après le deuxième. Donc finalement, le troisième se passe 20 ans après le premier. Ça aussi, c'était à noter. Une série télé devait être dérivée de Mad Max 3, Beyond the Thunderdome, que George Miller s'apprêtait à faire et tourner aux États-Unis, et ça n'a jamais vu le jour finalement. Donc quand même assez intéressant. Un film peut-être un petit peu moins violent pour terminer que ses prédécesseurs et qui est interdit aux moins de 13 ans au lieu des moins de 18 ans, mais il voulait absolument inclure dedans l'histoire d'enfants. Donc c'était difficile d'incorporer une violence un petit peu plus comme ça soutenue. Ensuite, il y a eu le dernier Mad Max Fury Road en 2015, incarné cette fois-ci par Tom Hardy et non Mel Gibson, avec Charlize Theron, Nicolas Hoult, Zoe Kravitz notamment, 8.1 sur 10 sur IMDb, un budget de 150 millions et des recettes de 375 millions. Dans les films, tous les Mad Max que je viens de citer, y compris celui que je viens de citer qui date de 2015, il faut que tu saches une chose, c'est que 90% de chacun de ces films-là ont été tournés, ou même 100% pour le premier et pour le deuxième, ont été tournés sans CGI. Il n'y a quasiment aucun effet spécial. Le 1, 2, 3, il n'y a aucun effet spécial. Dans le dernier, il y a un petit peu des effets spéciaux, notamment à un moment donné, Charlize Theron, on le voit, elle a un bras en moins. Et en fait, effectivement, ça c'est un effet spécial. Ils n'ont pas coupé un bras. Ça c'est un effet spécial qui a été mis. Elle avait un bras vert, hein, comme tu vois si tu regardes un petit peu les behind the scenes, comment ça se passe en arrière de la caméra. Mais en dehors de ça, il y a quasiment quand même aucun CGI dans ce film-là. À savoir même que dans Fury Road, à un moment donné, tu as une cascade avec un semi-remorque. Et le gars qui conduisait le semi-remorque avait interdiction de manger une journée avant, au cas où il y a un accident, pour qu'il puisse rentrer en bloc opératoire. Et George Miller, comme c'était un médecin urgentiste, lui il savait qu'il ne faut pas qu'il ait mangé, comme ça on va pouvoir le rentrer en bloc opératoire plus rapidement. Finalement il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de souci, il ne s'est rien passé. À noter que peut-être juste dans le 2, il y avait une cascade qui s'était mal passée, puis il y a un gars, il a failli perdre sa jambe à cause de ça. En moto, sa jambe a complètement déboîté, c'était dégueulasse.
Tom Hardy a 52 lignes de dialogue dans ce film-là. À noter que peut-être dans Mad Max 2, Mel Gibson en avait 16. Pas beaucoup non plus. Hein. Le film aurait dû être tourné en fait en 2003. Il a été repoussé à de multiples occasions. Notamment, il voulait tourner en Namibie, ça s'est pas passé. Il y avait la guerre dans ce pays-là. Après, il y a eu d'autres excuses, etc. Et le personnage devait être incarné par Mel Gibson. Pour un cachet d'ailleurs, si tu veux le savoir, de 25 millions. Il prenait 25 millions de dollars. Finalement, ça s'est pas fait. Et au fur et à mesure des choses, il s'est passé tellement de temps que George Miller a demandé à Tom Hardy s'il voulait incarner le personnage, Max Rotsansky. Et Tom Hardy a naturellement accepté. Et il a tout de suite après rencontré Mel Gibson. Il l'a invité à manger. Ils ont parlé ensemble et Mel Gibson aurait donné sa bénédiction. C'est tout des trucs de Hollywood. Ils aiment ça. C'est ce genre d'histoire-là. Suite de Mad Max, oui, il va y en avoir une, de Fury Road, si tu te demandais. Ça va s'appeler Mad Max de Wasteland. Ça serait en travail, pas en production, pas en pré-prod non plus, même avec l'histoire du confinement, mais je veux dire bien avant l'histoire du confinement, c'était pas en pré-prod. On ne reverra pas non plus le personnage de Charlize Theron, car comme disait George Miller, chaque histoire de Mad Max est une histoire particulière avec des personnages différents, même si on a des acteurs qui reviennent, comme je le disais tout à l'heure. En ce moment, George Miller, qui est quelqu'un qui travaille très peu, il fait très peu de films par année et il travaille fort sur ses films, très fort sur ses films. Donc c'est toujours des projets qui sont mûrement aboutis. En ce moment, il travaille sur un film qui s'appelle 3000 Years of Longing avec Idris Elba et Tilda Swinton. Le tournage devait commencer en mars, mais malheureusement ça a été repoussé à cause du coronavirus. C'est un film, selon lui, d'action épique qu'il a développé pendant 15 ans de sa vie. On n'en sait pas plus. Il est toujours très secret sur tous les tournages de ses films. Tu ne peux absolument rien savoir. Tout est hermétique parce qu'il veut pas de spoiler. Il veut pas dire qu'est-ce qui va se passer dans son film. Et voilà, ça l'intéresse pas. Il veut une surprise absolue. Peut-être dernier élément à noter, c'est que la monteuse du film Mad Max Fury Road n'est autre que sa femme. Et il y a des producteurs qui l'avaient approché en disant « Ah, tu veux pas mettre un homme plutôt que ta femme ? On est toujours habitué à voir des hommes qui montent des films d'action, c'est très masculin, l'action dans les films, etc. » Et lui, il a dit « Non, non, au contraire, je veux mettre ma femme parce que ça va être quelque chose, je suis sûr que ça va amener une originalité qu'on n'a jamais eue. » Donc c'était quand même assez cool. Et dans Fury Road aussi, dernière chose à noter, mais c'est plein de choses qui me reviennent en tête. À un moment donné, tu as un guitariste qui joue dans Fury Road et sa guitare, c'est une sorte de lance-flamme, ça crache des flammes monumentales, c'est super gros. En fait, ce gars-là, c'est réellement un artiste qui joue avec le feu et qui joue un petit peu comme ça avec des instruments de musique. Et c'est réellement un lance-flamme qu'il avait dans les mains, quoi. Et c'est lui qui actionne le bouton du lance-flamme qui crache de la flamme à je sais pas quelle hauteur de. C'est quand même fou, quoi. Aucun CGI, c'est fou. Ouais. Donc voilà, je terminerai ma vidéo sur les anti-héros comme ça avec Mad Max. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo sur les anti-héros. Évidemment, c'est ma vidéo à moi. Hein. Il y a beaucoup de moi là-dedans, ma vidéo à moi. Mais chacun a le droit d'avoir ses anti-héros. Il fallait que j'en choisisse quelques-uns pour étayer des exemples qui me semblaient pertinents. Tu peux bien sûr avoir tes anti-héros et je t'invite à mettre un petit peu tous ceux que tu veux qui te plaisent. Il y en a plein d'autres, moi aussi, qui me plaisent dans la description. Petit élément à noter, j'ai créé un podcast. Je ne sais pas si c'est bien de le dire. J'ai créé un podcast récemment où je parle un peu plus de cinéma. Je vais mettre le lien dans la description. Il est présent un petit peu partout sur Internet, sur différents endroits, mais plus particulièrement, je vais mettre le lien de Balado Québec. Si tu veux aller voir, tu peux, tu n'es pas obligé, clairement pas. Ça va reprendre quand même pas mal de sujets dont j'ai parlé sur la chaîne, donc ça peut être redondant. Mais c'est ça, c'était juste pour le dire parce que c'est en rapport, c'est un podcast uniquement sur le cinéma. Je reprends les sujets, puis certains sujets, peut-être je vais en prendre d'autres. Et je les approfondis un peu plus. Donc je parle un petit peu plus de choses, de ces sujets-là, plus en profondeur. Voilà, on termine là-dessus. Donc après, pour le reste, c'est comme d'habitude. Si tu veux laisser, j'attendais, un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Des questions, des suggestions, des commentaires ou ton anti-héros dans les anti-héros si tu veux. Le podcast, tu peux aller voir le lien dans la description. Ne pas oublier de t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir naturellement. Et qu'est-ce qu'on se dit? À la revoyure. Non, pas le revoir. À la prochaine. Ciao. Bye. Ah, là c'est un sans faute. Bravo.